Bienvenue chez moi. J'aimerais aujourd'hui dire quelques mots rapides de la notion de souveraineté. Pour passer de la théorie à la pratique, et en lien avec ce que je disais dans le Politeia intitulé « Que faire ?», il faut s'interroger sur nos moyens d'action. Et s'interroger sur ces moyens d'action n'est possible qu'à partir du moment où l'on est libre de choisir ces moyens d'action, autrement dit, à partir du moment où l'on est souverain. Qu'est-ce que la souveraineté ? C'est la qualité propre à quelque chose de disposer en droit comme en fait du pouvoir suprême, c'est-à-dire du pouvoir des pouvoirs qui est nécessairement un pouvoir politique. On distingue depuis Sieyès et son livre « Qu'est-ce que le tiers-État » paru en 1789, peu de temps avant la Révolution, la souveraineté nationale de la souveraineté populaire. Et généralement, la subtilité qui s'intercale entre les deux, c'est le recours à des représentants. On nous a ainsi habitués à parler de souveraineté populaire relativement à l'exercice du pouvoir dans une démocratie directe. Et de souveraineté nationale s'agissant du mode d'action en gouvernement représentatif. Donc, souveraineté dite nationale par la médiation de représentants, en dehors de cela, souveraineté dite populaire. La souveraineté populaire peut éventuellement faire appel à des représentants, mais ceux-ci seront investis de ce que l'on appelle un mandat impératif. Le mandat impératif, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, il intime un ordre. C'est-à-dire que le mandataire se plie à la stricte volonté du ou des mandants. Le mandataire a donc des comptes à rendre sur chacune de ses actions. Mais à rendre à qui ? Aux gens qui l'ont porté au pouvoir, et simplement à eux, aux gens qui l'ont choisi. Autrement dit, dans le cadre d'un mandat impératif, le président ne serait pas le représentant de tous les Français, mais uniquement de celles et ceux ayant voté pour lui. Et comme l'unanimité est bien sûr impossible dans des pays populeux comme le nôtre, il faut oublier l'idée de mandat impératif et également donc l'idée de souveraineté populaire de type rousseauiste. Reste donc seule en lice la souveraineté nationale au travers des représentants de l'ensemble du peuple. Mais on fait à l'heure actuelle l'expérience des tares d'un tel système représentatif au travers de la corruption et du clientélisme que cela génère. Et qu'est-ce qui conduit à la corruption et au clientélisme ? D'une part, le fait que les 10 représentants soient des professionnels de la politique et qu'ils ont donc tout intérêt à se maintenir en fonction coûte que coûte. Et d'autre part, le fait que le suffrage universel est de peu d'utilité pour dénicher les talents en politique. Le suffrage universel convient tout à fait lorsqu'il s'agit de choisir une marque de lessive que l'on a expérimentée soi-même. Mais choisir des représentants entièrement façonnés par les partis politiques, qui plus est parmi des gens que l'on ne connaît que par médias interposés, c'est une autre paire de manches. Tout ceci m'amène à dire que se poser la question de la souveraineté, c'est se poser la question du régime politique. Par conséquent, partir en quête d'une souveraineté raisonnable, c'est-à-dire sollicitant véritablement la nation et ses forces vives, c'est envisager un changement de régime politique. Et bien entendu, il ne faut compter sur aucun parti pour nous y amener, puisqu'ils auront tout intérêt à maintenir en vigueur la professionnalisation de leur activité et donc le clientélisme. Les gens qui aujourd'hui comptent sur un parti politique quelconque pour leur rendre leur souveraineté, ou plutôt pour la leur offrir enfin, ces gens se trompent. Il y a contradiction dans les termes. On ne demande pas à des représentants mercenaires d'être les garants d'un semblant de souveraineté populaire. Au mieux seront-ils soucieux de la souveraineté nationale. Mais les deux partis
qui se partagent jalousement le pouvoir en France sont des gens qui ont, et vous n'êtes pas sans le savoir, tiré un trait sur toute espèce de souveraineté nationale. Ils misent à présent sur la souveraineté supranationale au niveau européen. Que le peuple soit ou non consentant à cela, c'est le cadet de leurs soucis. Et c'est en cela même que l'on mesure à quel point l'idée de souveraineté est mise à mal par l'actuel principe de représentation. Plus le territoire s'étend, plus la souveraineté se dissout. Car plus on escompte à rassembler de gens, plus le pouvoir politique se concentre entre les mains de professionnels. C'est mathématique. Il y a un hiatus entre la volonté de parvenir un jour à la démocratie, qui ne peut être, elle, que locale, et le projet d'un continent, voire d'une humanité entière, sans frontières, fût-ce sous l'égide du sacro-saint marché. Les projets qui animent les fossoyeurs de l'idée de communauté nationale sont en gros un monde confraternel sans frontières, ça c'est pour les doux rêveurs, et une Europe censée être plus forte économiquement, ça c'est pour les plus pragmatiques d'entre eux. Tous ces gens s'affranchissent en effet de l'impérieuse nécessité de la nation, mais pour mieux ouvrir les bras à l'Empire. C'est-à-dire, comme je le disais dans une vidéo précédente, à un monde globalisé de producteurs-consommateurs sous l'égide d'une poignée de gestionnaires, de technocrates et d'affairistes. Ce propos sur l'idée de souveraineté, aucun parti politique, par définition, ne le tiendra. Vous aurez droit chez certains à une critique en règle de l'Europe, tout à fait bienvenue, et chez d'autres à la défense des travailleurs français, mais sans toutefois que ces derniers n'assument les mots nation ou les mots frontières. Mais aucun parti n'ira vous dire « votez pour nous afin que nous mettions un terme au gouvernement représentatif actuel ». Aucun. Or, je peux vous garantir que c'est la pierre angulaire du concept de souveraineté. Pas de souveraineté dans les faits quand les mandataires ne partagent pas le quotidien de leurs mandants et vivent dans une sorte de tour d'ivoire. Et c'est bien ce à quoi on assiste. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, premièrement, la souveraineté populaire s'accompagne obligatoirement du mandat impératif, et passer une certaine échelle, c'est impraticable. La nation excède déjà cette possibilité, ne parlons pas de l'Europe. Deuxièmement, la représentation est une fatalité dans des pays très populeux et très industrieux comme les nôtres. On y a forcément recours. Et troisièmement, il est donc question de souveraineté nationale, donc d'une part de la nation comme exigence, et d'autre part d'une représentation elle-même plus représentative, entre guillemets, du peuple. Par conséquent, et ce que je tenais à placer dans le débat sur ces questions, se battre pour la souveraineté en œuvrant pour que la France soit plus indépendante vis-à-vis de l'étranger, c'est une évidence. Néanmoins, ce combat mené doit s'accompagner d'une reconstruction politique en interne, donc d'un nouveau régime sur notre territoire, quel que soit le choix des voisins. Combat extérieur et combat intérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Je voudrais pour finir vous dire quelques mots des dommages collatéraux, en quelque sorte, qu'engendre le combat pour la souveraineté nationale. Parce qu'il y en a, fatalement, et parce que personne n'insiste trop là-dessus, or il faut, bien entendu, les avoir à l'esprit. Ce que l'on appelle mondialisation, cette espèce de maelstrom emportant toutes les nations dans une sorte de concurrence effrénée, nous en profitons tout de même toutes et tous. La course au confort perpétuel pousse les pays à toujours davantage se libéraliser, à tendre toujours plus, à devenir des sociétés liquides, en mouvement perpétuel, où tout finit par s'acheter et se revendre. La remise en cause de notre code du travail, par exemple, ça n'est pas seulement et pas avant tout une lubie de plus du gouvernement actuel. Sondez les pays alentours et constatez par vous-même, ils acceptent plus volontiers, ces pays, ils acceptent plus volontiers que nous, la société liquide, telle une fatalité.
Et plus ils sont nombreux dans ce cas, plus la petite France, non souveraine qui plus est, surnage dans un environnement liquide, et moins cette petite France trouve la force de résister à ce que j'appellerais les mouvements du monde. Nous plébiscitons forcément notre mode de vie que nous n'abandonnerions pour rien au monde, ou presque. Et dans cette course effrénée, chaque pays, par l'investiture de ses représentants, escompte se maintenir à une certaine place dans le grand concert des nations. Cela se traduit par une attention continuelle et démesurée à la croissance. La France, qui demeure un grand pays, à un certain niveau. Et malgré tout ce que l'on peut dire de mal de nos dirigeants, je ne pense pas qu'ils aient en vue de la faire régresser en queue de peloton. De manière générale, pour pouvoir abrutir un peuple, par la recherche perpétuelle d'un confort toujours plus grand, il faut lui permettre l'accès à ce confort, certes avec parcimonie. Le coup de la carotte ne marche qu'un temps si vous ne permettez pas de temps en temps à l'âne de croquer dedans. La France a donc un rang à maintenir, or certains choix qui ont notre préférence nous feraient rétrocéder des places, au moins pour un temps. Il n'est alors pas certain que dans l'impatience qui caractérise les masses consuméristes, le fléchissement économique induit soit perçu comme un mal pour un bien. Symboliquement, parlons en termes d'être et d'avoir, est-ce que les gens seraient prêts à suspendre la frénésie de l'avoir individuel le temps de trouver une réponse à la question de l'être collectif? Je répète, est-ce que les gens seraient prêts à suspendre la frénésie de l'avoir individuel le temps de trouver une réponse à la question de l'être collectif? Ce n'est malheureusement pas certain. D'autant moins si les pays voisins, eux, maintiennent leur croissance et que la comparaison est constamment médiatisée. Je dis ceci car la reconfiguration de notre régime politique, gage, je le répète, de souveraineté, pourrait réellement nous placer quelque temps en position de faiblesse. Il faut aussi en être conscient et s'y préparer en pensant aux générations à venir. En définitive, la plus grande entrave à notre souveraineté et la plus difficile à surmonter, c'est peut-être, comme je le disais, le fait que la quête de l'avoir individuel occulte totalement celle de l'être collectif. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention. Je vais repasser en mode écriture. Je ne vous retrouverai que dans quelques mois pour une nouvelle série de Politéia, le temps de préparer les sujets à venir, à un an d'une élection présidentielle qui s'annonce clownesque. Nous aurons donc des choses à dire. Merci, à très bientôt.